Vous écoutez Blockchain Talks, le podcast Mazars qui décrypte la révolution blockchain avec ceux qui la vivent. Cette saison, nos experts s'intéressent aux métiers et secteurs qui vont être impactés par cette technologie et bénéficier de ses apports pour révolutionner leur monde. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Blockchain Talks. Je suis Alexandra Kretschmar, associée Financial Services chez Mazars, et je reçois Cédric Ardouin, directeur projet innovation chez BNP Paribas, pour décrypter ensemble les enjeux de la blockchain dans le secteur bancaire. Cédric, bonjour. Bonjour Alexandra. Cédric, pourriez-vous commencer à nous parler un petit peu de vous, de votre parcours, de pourquoi vous êtes intéressé à la blockchain et quel est votre rôle chez BNP Paribas ? Alors, je suis aujourd'hui rattaché à une direction de l'innovation dans la banque de détail en France, dans une ligne qui s'appelle New Business Model. Donc mon rôle à moi, avec le reste de l'équipe, c'est d'imaginer ce que pourrait être la banque de demain. Donc de travailler sur des sujets en mode expérimental, à des fins d'exploration sur ce que pourrait être notre ADN plus tard. Moi, j'ai 20 ans de banque. D'abord, je suis un banquier corporate. Je me suis surtout occupé de grands clients dans la banque. Et j'ai basculé sur l'innovation il y a un peu moins de 5 ans, où j'ai monté un pôle qui s'appelle le pôle FinTech. On est dans le chaudron de ce que le cerveau humain peut produire de plus innovant, notamment dans notre industrie, donc dans la finance. Donc le rôle, c'était de bien les accompagner bancairement, et puis de regarder de quelle façon ce que ces acteurs adressaient au marché pouvait être inspirant pour nous. Et le sujet blockchain est arrivé assez vite, parce que finalement, une des déclinaisons les plus évidentes de la blockchain, c'est la finance. La blockchain, les crypto-monnaies, elles sont sur toutes les lèvres. Aujourd'hui, se passe pas ne serait-ce qu'un jour sans qu'un article dans la presse spécialisée ne parle de ces sujets. Est-ce que la blockchain est une révolution ? Est-ce qu'on doit y croire ? Est-ce qu'on peut en douter ? Donc la blockchain, oui, c'est une révolution. Si l'on regarde l'impact que ça a auprès du grand public, dans ses peurs, dans ses interrogations, et auprès de nos régulateurs, aussi dans ses peurs et ses interrogations. Le côté révolutionnaire, c'est plutôt, je pense, devant nous. Et c'est ce sur quoi il faut que notamment l'industrie bancaire se penche pour participer à cette révolution. Alors moi, j'en doute pas. Il y a beaucoup de gens qui y croient et puis il y en a beaucoup qui n'y croient pas. On peut le voir sur le Libra, par exemple. Aujourd'hui, beaucoup de sociétés se sont désengagées de ce projet. Beaucoup de sociétés se sont désengagées de ce projet en lançant parallèlement leur projet. Il y a pas mal d'acteurs du paiement qui ont jeté leur dévolu assez rapidement sur le Libra et puis qui en sont sortis pour annoncer dans le même temps, lancer ou participer à des projets parallèles. On peut aussi faire un parallèle avec Internet. Je crois qu'en 95, il y a des images de l'INA qui circulent un peu comme ça, où on voit sur France 2 un journaliste parler d'Internet comme un réseau qui abrite des terroristes en puissance, que personne ne contrôle. Et finalement, c'est des éléments de langage qu'on retrouve assez fréquemment quand on veut parler de la blockchain, souvent réduite d'ailleurs à sa portion Bitcoin. Sauf qu'en 95, c'est à peu près l'année où Amazon commence à décoller. Donc Amazon a su correctement utiliser Internet avec le succès qu'on sait. Puis il y en a qui sont restés un petit peu enferrés dans leur peur et c'est bien dommage. Donc l'enjeu pour nous, c'est d'essayer de magnifier nos peurs pour en faire une vraie opportunité. Quels enjeux pour les banques la blockchain permettrait-elle d'adresser ? Est-ce que ça permet de réinventer des parcours clients, des nouveaux produits ? Est-ce que ça permet de répondre à des besoins réglementaires sur des sujets comme la fraude, la lutte anti-blanchiment ? Donc un peu tout ça. L'industrie financière est un secteur extrêmement régulé. Et donc l'arrivée de nouveaux protocoles potentiellement utilisables par cette industrie amène aussi des challenges et des questionnements. Donc, est-ce que ça va aider ? Dans un premier temps, ça va plutôt compliquer. C'est comment j'arrive à imaginer un nouveau parcours client si demain ce parcours client prévoit l'utilisation d'un nouveau protocole. En revanche, les opportunités pour les banques sont quasiment infinies et notamment sur la façon dont on peut travailler déjà ensemble entre banques. Bon, c'est une vieille habitude, le secteur travaille, pas en vase fermé, mais en tout cas a une habitude d'échange
Et donc, les projets aujourd'hui qui commencent à apparaître sont des projets principalement tournés vers l'efficacité opérationnelle, qui amènent notamment des économies en termes de coûts et de processus. Donc, l'exemple qu'on aime bien citer, c'est l'idée du consortium dans lequel plusieurs banques participent avec des grands clients. J'en cite un, Comgo, dans lequel le groupe BNP Paribas est présent, qui adresse des problématiques de trade finance et dans lequel le temps consacré à l'échange sous-jacent au temps passé habituellement à de l'échange documentaire qu'on appelle du CREDOC est divisé par quasiment 10 et le coût également. Aujourd'hui, donc, le travail autour de la blockchain se fait en coopération à la fois avec vos clients et d'autres banques. Alors, précisons quels clients. Moi, je travaille dans la banque entreprise. Mes clients, nos clients, c'est des grands corporates. Donc, oui, on est avant tout là pour accompagner un client qui explore et qui lui-même cherche de l'efficacité opérationnelle. Ensuite, on est là aussi pour accompagner les conséquences de l'utilisation d'un nouveau protocole, donc la blockchain, dans notre propre organisation. On est nous-mêmes un corporate, donc quel est l'impact pour moi-même et quel est l'impact que les clients vont m'obliger à avoir dans ma propre organisation. Donc concrètement, aujourd'hui, on a mené des expérimentations avec certains clients, grands clients, à leur demande. Donc on est bien là dans la poursuite de l'accompagnement d'une relation globale avec un client et on espère qu'on va aboutir à quelque chose qui pourrait demain s'industrialiser. Très justement, vous parlez d'industrialisation. Est-ce que vous pensez que la blockchain permettrait de gagner en efficacité organisationnelle? Est-ce qu'elle permettrait de rationaliser les coûts d'un établissement bancaire, d'un établissement financier qui aujourd'hui sont quand même des coûts assez croissants? Alors on a surtout des coûts, nous, c'est comme ça qu'on les perçoit, on a des coûts liés à nos fonds propres et on a des coûts réglementaires. On a aujourd'hui des banquiers qui font beaucoup de travail autour de l'identification de leurs clients, autour de la traçabilité de flux. La grande question c'est est-ce que cette technologie nous permet de résoudre cela ou est-ce que ça vient la compliquer? Alors en fait la réponse c'est les deux. En tant qu'industrie, aborder un travail conjoint à travers d'un consortium dans l'utilisation de cette technologie pourrait avoir un intérêt à moyen terme. Alors à court terme, non. À court terme, chacun teste un petit peu dans son coin, même si on se retrouve autour de consortiums. Chacun dépense des coûts d'infrastructure qui sont pour l'instant pas du tout amortis. En revanche, on peut souhaiter imaginer que une industrialisation permette d'abaisser nos coûts marginaux et que ça devienne effectivement profitable en termes de coûts induits pour l'industrie. Et j'ai cité tout à l'heure l'exemple de Comgo. Quand vous divisez vos coûts par 10 et que vous, en plus, vous avez une action, on va dire, sustainable, puisque vous n'utilisez plus de papier, le bénéfice, il est immédiat et évident. Et en termes de fraude, est-ce que la blockchain est une réponse? Est-ce que ça permet de répondre à des besoins du marché? La blockchain amène des questionnements sur, encore une fois, sur nos organisations. Si demain, moi, j'ai un client corporate qui vient me voir en me disant « j'ai l'intention de faire une levée de fonds sous forme d'ICO », ou de STO, la vie de ce token qui va circuler, les contreparties dans nos livres, la possibilité que certains de mes clients investisseurs ou particuliers puissent les acquérir, tout ça va créer des besoins nouveaux auxquels l'industrie va devoir faire face. Donc est-ce que ça crée des nouvelles obligations pour les banques en termes de transparence ? Alors, de facto, ça va en créer, puisque si j'ai l'intention, moi, d'accompagner un client utilisateur de la technologie blockchain, notamment dans une levée de fonds, celui-ci va émettre un token, il va ensuite le proposer à des investisseurs ou des particuliers au travers de mécanismes de STO ou ICO. Tout ce petit monde, aujourd'hui, est client de la banque. La question, c'est est-ce que je peux utiliser mes mécanismes en place pour répondre à mes obligations de contrôle dans le cadre de ces nouveaux actifs circulants? La réponse est évidemment non et un peu oui. Donc on va pouvoir probablement utiliser un tronc à 80% commun de celui qu'on utilise déjà pour certains établissements de paiement, notamment qui sont nos clients. En revanche, il va vraiment falloir qu'on se penche sur la question de comment je fais pour accompagner la contrepartie dans mes livres, moi banquier, d'un actif digital circulant. Cette industrie qui est en train de naître va obliger
obliger les banques aussi à créer des nouveaux parcours pour ses propres clients. Cédric, pour vous, une banque dans 20 ans, si la blockchain s'impose, ça ressemblera à quoi ? Alors la banque dans 20 ans, elle existera toujours, ça c'est un vœu pieux. En revanche, on est quand même dans une ère aujourd'hui très affichée de se dire qu'on ne peut pas faire tout seul. Je reprends les mots de notre président Jean-Laurent Bonnafé. On n'a pas vocation à faire tout seul. En revanche, on a toujours vocation à avoir une mission un peu universelle auprès de nos clients. Donc, c'est de continuer à accompagner nos clients dans leurs besoins. Et la façon dont la blockchain pourra nous aider à le faire, soit directement, soit via des partenariats avec des acteurs tiers, c'est tout l'enjeu. Maintenant, une banque, si on la résume, j'ai envie de dire pratiquement depuis les Lombards, la banque, elle porte une confiance qu'on attribue d'ailleurs assez souvent à la blockchain. On dit d'elle que c'est une trust machine. La banque, on lui fait avant tout confiance pour garder ses valeurs et pour que ces valeurs puissent circuler. On peut imaginer que demain, la banque garde ce rôle de conservateur de valeurs, qu'elle soit digitale ou pas. Et donc, typiquement, tout ce qui a une valeur peut être conservé par une banque. Tout ce qui a une valeur circulante peut être processé par une banque. À nous de rester au cœur des préoccupations de nos clients. Aujourd'hui, il y a une menace ou une concurrence. Les termes peuvent être à la fois utilisés entre les banques traditionnelles et les fintech. Notamment aujourd'hui, beaucoup de fintech utilisent la blockchain comme technologie. Est-ce que vous pensez que si la banque ne suit pas ce chemin, cela peut constituer une menace pour elle ? Alors, et les fintech ont cela d'intéressant, c'est qu'elles ont attaqué, on va dire, le marché du point de vue de l'expérience client. Et ça, c'est effectivement fondamental, c'est je pars d'un besoin client et je le sers correctement. La blockchain, c'est pas un outil front qui est utilisé aujourd'hui par les fintech, c'est plutôt un outil back. Moi, je pense que tout le monde y gagnera quand on arrêtera de parler de la blockchain et qu'on parlera de ses usages. On ne parle plus aujourd'hui d'aller utiliser Internet pour aller d'un point A à un point B en utilisant un véhicule. On dit je vais sur Uber et ça va très bien. Donc, on voit bien que l'usage a dépassé la techno qui est sous-jacente, à savoir Internet. Pour la blockchain, c'est pareil. Finalement, on s'en fiche un petit peu de savoir qu'un virement vers vous, Alexandra, est fait avec telle ou telle technologie. L'essentiel, c'est que ce soit efficace. Pour ce qui est de la menace, nous, on est aujourd'hui un acteur tiers qu'on estime de confiance. Et donc, dans un affichage souvent très concurrentiel par les fintechs, c'est normal, elles sont là pour exister. Donc, il y a aussi une communication parfois un petit peu exacerbée. On est quand même principalement dans des sujets de coopération. La compétition, elle est finalement assez ténue. Il faut savoir quand même que les banques sont souvent derrière des fintechs, notamment pour processer leurs flux. Le système repose quand même encore sur les banques. Le saut quantique, c'est est-ce que les banques pourront demain continuer à accompagner ces acteurs innovants en s'appuyant sur la blockchain? Ou est-ce que ces acteurs se passeront des banques en passant directement par la blockchain? C'est toute la question. Nos grands corporates, eux, ils ont surtout besoin d'être rassurés. Et je ne dis pas qu'une fintech n'est pas rassurante, mais la banque a ceci aussi de rassurant, c'est qu'elle a un côté universel, qu'elle a une certaine légitimité historique et qu'elle affiche aussi des fonds propres qui lui permettent de dire dans 5 ans, je serai encore là. Est-ce que la banque a vocation à sortir de son rôle traditionnel et à répondre à un besoin croissant d'économie d'usage? C'est une très bonne question. Ça pose aussi la question du rôle de la banque comme élément central. Est-ce qu'on a vocation à continuer à distribuer des produits qu'on fabrique nous-mêmes? Est-ce qu'on a vocation à imaginer de distribuer des produits faits par d'autres? La réponse est oui. Et du coup, est-ce qu'on peut tirer le fil un peu plus loin et se dire, est-ce que j'ai même pas vocation à accompagner un client de bout en bout dans une expérience utilisateur, mobilité, santé, que sais-je, et de se dire que finalement notre rôle, c'est d'être présent dans peut-être certains actes de la vie de nos clients. Alors,
corporate, mais pas que, et donc de devenir des espèces de marketplace, avec dans l'idée quand même de rester toujours un peu au centre d'une relation, mais qui permettrait d'accoster les API, la DSP2, il faut aller au-delà de la DSP2, les API vont nous permettre à un moment donné de venir accoster des solutions tierces, toujours au service de nos clients et pour leurs bénéfices. La légitimité d'une banque à faire autre chose que de la banque, peut-être que dans 20 ans, on se posera même plus la question. Comme aujourd'hui, il semble à peu près presque naturel et logique que les telcos viennent investir assez massivement sur le secteur bancaire. Et si on devait retenir 3 points essentiels de cet échange, quel est l'impact de la blockchain dans le secteur bancaire ? Bon, alors l'impact, il est audible. C'est déjà ça. Il part d'abord d'assez haut, il part de nos banques centrales qui sont un peu dans une posture défensive, mais qui, on peut leur tirer le chapeau, réagissent assez vite. L'impact, après, il est potentiellement massif pour l'industrie bancaire. Parce que finalement, ce que promet la blockchain, c'est de rendre liquides certains actifs qui ne le sont pas ou très peu. Et donc, vous avez un champ qui s'ouvre demain, d'imaginer que tout actif présent dans un bilan, et vous êtes chez Mazars, donc vous avez l'habitude de traiter les bilans, tout actif présent dans un bilan, demain, est tokenisable et surtout, il permet à tout à chacun d'y accéder. Donc, on a à la fois une capacité de financement qui s'ouvre pour les entreprises, qui seraient demain émettrices de tokens, mais aussi pour des monsieur, madame, tout le monde, on va dire, une possibilité d'accéder à des nouvelles classes d'actifs auxquelles ils ne pouvaient pas prétendre jusqu'à présent. Plus globalement, la question de la place de la banque demain, la banque peut demain être présente de façon peut-être même imperceptible ou infinitésimale dans des sujets non bancaires. On peut très bien demain se dire que la banque a un rôle très actif dans une contribution diminuée carbone, dans la vie au quotidien des citadins, et du coup ne plus se voir comme un endroit obligé où nos clients devront passer, mais comme participant à des écosystèmes. On peut demain peut-être imaginer que des produits puissent se retrouver sur des marketplaces parmi d'autres, imaginer des canaux de distribution de nos produits auprès d'autres, tout en continuant à nous-mêmes distribuer les nôtres et ceux des autres. Eh bien, merci beaucoup Cédric pour votre participation et merci à tous de nous avoir suivis. Merci Alexandra. Retrouvez l'intégralité de ce podcast et tous les épisodes des saisons 1 et 2 de Blockchain Talks sur toutes les plateformes d'écoute et de téléchargement. N'hésitez pas à vous abonner et à partager. Et à bientôt pour un nouvel épisode.